Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter des deux types de conscience, la conscience d'accès et la conscience phénoménale. La conscience, en général, correspond au flux de l'expérience que l'on vit, que ce soit des perceptions externes, comme des couleurs, des odeurs, ou des perceptions internes, comme la température corporelle ou la faim, mais aussi des émotions, des souvenirs, des rêveries et des réflexions. Mais on peut faire une dichotomie dans la conscience. Premièrement, la conscience phénoménale est ce que Thomas Nagel appelle l'effet que ça fait, au sens d'un ressenti subjectif, personnel et incommunicable. Je peux tout connaître de l'écolocalisation des chauves-souris, mais sans être une chauve-souris, je ne peux pas savoir l'effet que ça fait. Toutes les informations objectives ne peuvent pas remplacer les informations subjectives à la première personne. Le deuxième type de conscience est la conscience d'accès, qui est la partie accessible du flux de conscience, ce que je suis capable de rapporter. Les souvenirs sont l'exemple le plus clair de conscience d'accès. Un robot avec des capteurs peut adapter sa conduite. En ce sens, il a une conscience d'accès, mais il n'a pas de conscience phénoménale car il traite de manière objective les informations et pas subjectivement. Sachant que je parle des robots actuels, peut-être qu'à l'avenir les IA seront conscientes, mais ce n'est actuellement pas le cas. Un thermomètre dans un café qui donne la température aura cette conscience d'accès, mais moi, si je place ma main, j'aurai en plus la conscience phénoménale. Je n'aurai pas juste l'information neutre de savoir si le café est chaud ou froid, j'aurai cette information de manière subjective, au plus profond de mon être. Les informations qu'il faut éprouver subjectivement pour les connaître sont appelées par les philosophes de l'esprit des qualia. On comprend bien que mettre en garde une personne contre le piquant d'une sauce n'est pas équivalent à lui faire goûter. La première information est traitée par la conscience d'accès, alors que la deuxième par la conscience phénoménale. On peut tout d'abord se demander si ces deux consciences sont ontologiquement séparées ou sont des phases de la même pièce. Pour NetBlock, elles sont séparables. On peut avoir des cas avec l'une sans l'autre. Comme exemple de conscience phénoménale sans conscience d'accès, on peut imaginer que nous soyons en conversation animée avec une personne. Une conversation tellement importante qu'elle nous prend beaucoup de nos capacités cognitives. Si j'attire soudainement votre attention sur le bruit croissant d'une tondeuse à gazon à côté, vous pouvez vous en rendre compte alors que vous ne l'aviez pas fait auparavant, ce qui signifie qu'en termes de conscience d'accès, vous n'aviez pas d'information. Mais en même temps, il est possible que vous ayez une conscience phénoménale. Par exemple, vous auriez haussé la voix pour que l'on s'entende, mais cela aurait été fait de manière inconsciente. Votre adaptation montre que l'information aurait été traitée dans votre flux de conscience, mais comme vous n'étiez pas capable de le rapporter, elle n'était pas traitée dans votre conscience d'accès. Cependant, cette expérience de pensée prouve surtout l'existence de l'inconscient cognitif, mais pas d'une conscience phénoménale sans conscience d'accès. Pour le cas inverse, où l'on veut un cas de conscience d'accès sans conscience phénoménale, on peut prendre le cas des patients souffrant de vision aveugle. Suite à des lésions cérébrales, leur champ de vision comprend des parties manquantes. On appelle cela des zones aveugles. À cet endroit, ils n'ont aucune perception visuelle. Cependant, il existe des expériences montrant que si l'on presse les personnes de deviner ce qu'il y a dans leur zone aveugle, ils pensent répondre au hasard, cependant ils font mieux que le hasard. Cela montre que bien qu'ils n'ont pas de conscience phénoménale de l'objet, ils n'ont pas de perception subjective, le cerveau récupère l'information et la traite. Ces sujets n'ont pas à proprement parler de conscience d'accès, car ils ne sont pas capables de rapporter spontanément les objets, mais ils ont une intuition. On peut imaginer, à titre d'expérience de pensée, un cas où leur intuition serait tellement forte qu'ils n'auraient pas de doute sur l'objet en question. Dans ce cas, ils auraient réellement une conscience d'accès sans conscience phénoménale. Même si aujourd'hui cette expérience de pensée n'est pas réelle, il n'y a pas d'incohérence dans cette idée, ce qui suffit à montrer, selon NetBlock, que la conscience d'accès est conceptuellement distincte de la conscience phénoménale. Mais il reste important de signaler, comme je l'ai dit précédemment, que les expériences de Block sont sujettes à caution. C'est pour cela qu'elles ne font pas l'unanimité. Une expérience importante en philosophie de l'esprit, pour faire le distinguo entre la conscience d'accès et la conscience phénoménale, consiste à supposer que l'on place un capteur dans le cerveau pour enregistrer les signaux nerveux et comprendre dans quel cas il y a de la douleur et son intensité. Cette expérience de pensée marche avec tous les sens, mais celui de la douleur est plus palpable. Imaginons qu'au bout d'un moment, le capteur fonctionne tellement bien qu'à chaque douleur, une fenêtre pop-up s'ouvre dans votre champ de vision pour vous fournir l'information d'une douleur avec son emplacement, son intensité et tous les détails que vous pourriez dire à autrui pour décrire votre douleur. Et pour les personnes aveugles, imaginez que les informations soient données de manière auditive. Avec ce mécanisme, vous pouvez comparer votre ressenti subjectif avec les informations de la fenêtre pop-up. Et imaginons que vous vous rendiez compte que les deux collent très bien. Les informations de votre champ de vision sont systématiquement ce que vous auriez fourni comme information, ni plus ni moins. Maintenant, supposons que le capteur permettant de faire cette expérience peut aussi couper les influx nerveux qui feront que le cerveau va créer les qualia de douleur, mais que la fenêtre pop-up continue à exister. Dans ce cas, d'un point de vue extérieur, il n'y aura pas de différence. Vous pourrez décrire les douleurs de la même manière,
mais vous n'aurez pas la subjectivité de cette douleur. Vous aurez perdu la conscience phénoménale sans perdre la conscience d'accès de la douleur. Et on peut se demander ce que cela change. La réponse est simple. Supposons que vous ayez la possibilité d'allumer ou d'éteindre la douleur subjective et que l'on doit vous faire une opération sans la possibilité d'avoir de l'anesthésie. Est-ce qu'avoir uniquement la connaissance de douleur ou aussi la douleur subjective change quelque chose? La réponse me semble claire. Éviter cette douleur subjective sera beaucoup plus facile à vivre. Cette expérience de pensée montre que la conscience d'accès ne permet pas de reconstruire la conscience phénoménale. Il lui manque l'effet que ça fait et c'est beaucoup dans l'expérience de vie. Mais cette expérience de pensée est aussi intéressante dans le cas où à la fois vous avez la fenêtre pop-up et votre conscience phénoménale, dans le cas où les deux informations ne sont pas d'accord. Imaginez que vous ressentiez une douleur mais qu'aucune fenêtre ne s'ouvre. Est-ce que vous allez vous dire qu'en fait vous vous êtes trompé et que vous n'avez pas mal, ou est-ce que c'est le capteur du cerveau qui se trompe? Je pense qu'il est clair qu'en ressentant subjectivement la douleur, on pensera que c'est le cerveau qui se trompe, ce qui semble indiquer que nous avons une confiance aveugle envers notre conscience phénoménale. Regardons ce qu'il en est de la conscience d'accès. Est-ce que je peux me tromper en pensant avoir le bras cassé? La réponse est oui. Si je fais une radio et que la radio dit que mon bras n'est pas cassé, alors j'accepterai que mon bras n'est pas cassé. Je n'accuserai pas la machine ayant produit cette radio d'être défectueuse. Je peux avoir la douleur d'un bras cassé pour d'autres raisons. Mais si les médecins font tous les tests possibles et concluent que je n'ai pas de douleur, est-ce que je vais me résoudre à accepter que je me trompe et que je n'ai pas mal? Ou vais-je leur dire que je ne peux pas me tromper? Je sais que je ressens une douleur subjective et aucun test ne pourra me convaincre du contraire. La deuxième réponse semble plus intuitive. Une illusion de douleur est équivalent à une douleur. Autrement dit, on ne peut pas se tromper en pensant avoir mal. On a une immunité à l'erreur. On peut se tromper sur la cause de la douleur, mais la douleur en soi n'est pas sujette à erreur. On aboutit au fait qu'il est possible de se tromper sur la conscience d'accès, mais il est impossible de se tromper sur la conscience phénoménale. Certains utilisent un argument proche de celui de Descartes pour le dualisme que nous avons vu dans l'épisode précédent pour justifier que ces deux types de conscience sont donc nécessairement distincts. Un troisième argument justifiant que ces deux types de conscience diffèrent est que scientifiquement ces deux consciences sont aussi très différentes. La conscience d'accès est étudiable scientifiquement, mais aujourd'hui nous n'avons aucune idée de comment rendre la conscience phénoménale étudiable scientifiquement. Le fait que le premier soit étudiable grâce à la psychologie, aux sciences cognitives et aux neurosciences fait que même si les questions autour de la conscience d'accès posent encore des difficultés conceptuelles, on s'attend à comprendre de mieux en mieux ce type de conscience. Donc, en comparaison avec la conscience phénoménale, qui semble échapper à la science actuelle, on appelle la compréhension de la conscience phénoménale la question difficile de la conscience, qui peut se formuler en « Pourquoi existe-t-il des qualia ?» Chalmers, qui est le fondateur de la question difficile de la conscience, la formule en « Il est indéniable que certains organismes sont des sujets d'expérience. » Mais la question de savoir comment ces systèmes sont des sujets d'expérience est déroutante. Comment se fait-il que lorsque nos systèmes cognitifs s'engagent dans le traitement de l'information visuelle et auditive, nous avons une expérience visuelle ou auditive? La qualité du bleu profond, la sensation du dos moyen. Comment expliquer pourquoi il y a quelque chose qui ressemble à une image mentale ou à l'expérience d'une émotion? Il est largement admis que l'expérience découle d'une base physique, mais nous n'avons pas d'explication valable sur les raisons et la manière dont elle découle. Pourquoi le traitement physique devrait-il donner naissance à une vie intérieure riche? Il semble objectivement déraisonnable qu'elle le fasse, et pourtant, elle le fait. De plus, Chalmers invente le concept de zombies philosophiques, qui seraient des êtres se comportant comme s'ils avaient une conscience phénoménale, mais sans en avoir une. Et on peut reformuler la question difficile en « Pourquoi ne sommes-nous pas tous des zombies philosophiques ?» Pour répondre au problème difficile de la conscience, nous pourrions vouloir utiliser un dualisme disant que le matériel et la conscience phénoménale font partie de deux plans de la réalité. Ce dualisme n'est pas celui de Descartes parce qu'à son époque, il n'y avait pas la distinction entre la conscience d'accès et la conscience phénoménale. Mais pour ce dualisme, si la conscience d'accès est étudiable scientifiquement, alors elle serait dans le plan matériel, et comme la conscience phénoménale n'est pas étudiable scientifiquement, elle serait dans un autre plan. Le problème avec cette théorie est que l'interaction entre la conscience phénoménale et le matériel est extrêmement difficile à concevoir, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent sur le dualisme cartésien. Plutôt que de parler de dualisme dans le sens où il y a deux substances issues de plans de réalité disjoints, certains défendent un dualisme des propriétés. Il y a une seule substance fondamentale, qui n'est ni matérielle ni psychique, mais qui peut servir au matériel ou au psychique. Ce dualisme des propriétés est souvent appelé monisme neutre. Monisme pour dire qu'il n'y a qu'une seule substance, et neutre pour dire qu'elle n'est ni matérielle ni psychique. Au contraire, certains prétendent que le problème difficile de la conscience est du même ordre ontologiquement que les problèmes faciles.
Ce sont des matérialistes réducteurs. Il y a deux branches de cette position. On parle de réductionnisme fort et de réductionnisme faible. Les premiers soutiennent qu'il n'y a pas de problème difficile de la conscience. De la même manière qu'il a semblé y avoir un saut explicatif pour passer de la matière inerte à la matière vivante, aujourd'hui on a compris suffisamment pour que ce saut devienne beaucoup plus faible. Les réductionnistes forts pensent qu'à force d'étudier le cerveau, le saut explicatif entre la conscience d'accès et la conscience phénoménale nous apparaîtra sans problème. Alors que les réductionnistes faibles, tout en restant attachés ontologiquement au physicalisme, acceptent épistémiquement l'existence du problème difficile de la conscience. Mais pour eux, le saut explicatif n'est pas ontologique mais épistémique. Nous n'aurions pas la cognition pour penser la conscience phénoménale, mais ontologiquement, il n'y aurait aucun problème. Joseph Levin dit que l'argument du saut explicatif ne démontre pas un saut dans la nature, mais un saut dans notre compréhension de la nature. Le saut épistémique proviendrait du fait que nous aurions des ressentis faux sur la conscience, ce qui s'appelle des concepts phénoménaux inexacts, et que ces ressentis entacheraient nos théories et nous empêcheraient de construire la bonne théorie de la conscience. Cette vision disant que la conscience phénoménale est purement physique, mais que nous n'arriverons jamais à la comprendre parce que nous ne pouvons l'étudier objectivement, s'appelle le mystérianisme. Outre le réductivisme, il y a différentes tentatives de répondre aux problèmes difficiles de la conscience. Les qualia peuvent finalement ne pas exister. On se trompe totalement et ils n'existent pas. Et s'ils existent, il y a deux possibilités. Soit ce sont des émergences à partir d'entités sans qualia, soit ce sont des éléments fondamentaux. Et si ce sont des éléments fondamentaux, il y a encore deux possibilités. Soit les éléments physiques de base ont des qualia élémentaux et l'assemblage en macrostructure donnerait des qualia que l'on connaît, soit les qualia sont des objets au-delà du monde physique. Ces différentes possibilités engendrent trois théories voulant répondre aux problèmes difficiles de la conscience. Le fonctionnalisme suppose que les qualia émergent par une certaine fonction, alors que le panpsychisme postule que les qualia sont des objets fondamentaux du réel pour expliquer que l'on en est, soit issus des éléments fondamentaux de la physique, soit en étant au-delà de la physique. Et l'illusionnisme pense que les qualia sont une illusion et donc que le problème difficile de la conscience n'existe pas. Ce n'est qu'une chimère, nous serions effectivement des zombies philosophiques. Dans les prochaines vidéos, je fournirai plus d'informations sur les trois positions. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir!